Bonjour et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vais vous raconter un cas qui a bouleversé une communauté tranquille située à quelques kilomètres de Madison, dans le Wisconsin. Les faits se déroulent à partir du 15 novembre 2023 dans un quartier résidentiel réputé sans histoire. Il s'agit de la disparition soudaine de Laura Bennett, une jeune femme de 19 ans, étudiante en première année d'université, dont le quotidien insouciant semblait ne présager aucun drame. Cette affaire, d'abord traitée comme un enlèvement par un inconnu, va très vite révéler des secrets de famille bien plus sombres. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » à la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, cela m'encourage énormément. Laura Bennett était connue de son entourage comme une personne rayonnante, toujours prête à aider et à encourager ceux qui l'entouraient. Elle avait de longs cheveux blonds qui encadraient un visage illuminé de 2 yeux bleus perçants, et son sourire sincère lui attirait la sympathie de beaucoup. Issue d'une famille apparemment unie, Laura vivait avec son père, Mark Bennett, et sa mère, Angela Bennett. Mark était un entrepreneur local, un homme solide à la carrure imposante, souvent décrite comme protectrice, voire autoritaire. En public, cependant, il laissait plutôt transparaître un calme rassurant, se montrant poli et ouvert envers les habitants du quartier. Angela, elle, enseignait l'anglais dans un lycée de la région. Fine et élégante, elle portait les cheveux châtain foncé, coupés courts, et dégageait une empathie naturelle envers ses élèves et ses proches. Ensemble, ils semblaient former une famille modèle, un couple respecté, une fille intelligente et prometteuse, et une vie socialement bien intégrée. Laura s'impliquait dans plusieurs associations universitaires, notamment dans un groupe d'entraide pour des étudiants en difficulté. Son emploi du temps reflétait son altruisme. Cours le matin, suivi de travaux de groupe dans l'après-midi, puis, parfois, des sorties sportives en fin de journée. Elle adorait faire de la course à pied dans son quartier, un havre de tranquillité bordé d'arbres centenaires et de maisons aux pelouses parfaitement entretenues. Sa passion pour la course venait de l'époque du lycée. Elle avait rejoint l'équipe d'athlétisme et avait remporté quelques compétitions locales. Au contact de ses amis, Laura faisait preuve d'un humour vif et d'une curiosité naturelle pour tout ce qui l'entourait. Son cercle proche de camarades d'université vantait souvent ses qualités humaines, sa détermination et son esprit de leader modeste. Malgré l'apparente harmonie au sein de la famille Bennett, quelques proches, comme une ancienne camarade de classe de Laura ou un voisin attentif, avaient trop déjà remarqué une certaine tension sous-jacente. Mark Bennett semblait parfois se montrer surprotecteur envers sa fille, limitant ses sorties, l'appelant souvent au téléphone, se plaignant de la moindre minute de retard. Angela, plus discrète, tentait d'adoucir l'atmosphère et d'intervenir quand les choses devenaient un peu trop tendues entre père et fille. Néanmoins, personne n'aurait imaginé que cette forme de contrôle paternel puisse aller aussi loin que le laissait supposer l'enquête ultérieure. La disparition de Laura fut signalée le 15 novembre 2023. D'après Angela, sa fille était partie faire son jogging habituel dans le quartier à la tombée de la nuit et n'était pas revenue à l'heure prévue. D'abord, la mère avait attendu quelques minutes, en supposant un simple retard. Puis, prise d'une inquiétude croissante, elle avait appelé un proche habitant non loin, pour vérifier si Laura n'avait pas fait un détour. Les heures passant, l'angoisse s'était installée. Angela avait finalement joint les autorités, tandis que Mark affirmait déjà qu'il s'agissait peut-être d'un enlèvement. L'intervention rapide de la police locale n'avait cependant rien donné dans l'immédiat, ni trace de lutte, ni témoin direct capable de retracer les derniers instants où l'on aurait vu la jeune femme courir dans la rue. Seule une voisine affirma avoir entendu, vers l'heure estimée de la disparition, le bruit d'une voiture qui semblait accélérer brusquement. Mais dans un quartier où les moteurs et les allées et venues sont fréquents, cette observation ne constitua pas d'élément déterminant. Le lieu où Laura avait l'habitude de courir était un ensemble de rues résidentielles bordées de trottoirs impeccables, sur lesquels les joggeurs du quartier
s'entraînait régulièrement. Les lampadaires s'allumaient tôt, d'habitude garantissant une visibilité suffisante, surtout aux alentours de 19 heures, l'heure à laquelle Laura partait souvent courir. Rien n'indiquait un quelconque affrontement, pas de traces de chaussures abandonnées, pas de taches suspectes, pas le moindre indice qui aurait pu mettre la puce à l'oreille des agents dépêchés sur place. Au fil des premières heures de recherche, un sentiment d'impuissance gagna la communauté. Les voisins sortirent par petits groupes pour essayer de couvrir le périmètre, inspectant buissons et ruelles à la lumière de leurs lampes de poche. Mais la jeune femme restait introuvable. L'enquête fut confiée à un détective principal, un enquêteur expérimenté dans les disparitions inquiétantes, et à sa coéquipière, une spécialiste de la criminalistique ayant déjà traité des affaires de kidnapping. Le détective principal avait un style de travail méthodique, systématique, passant en revue chaque détail, chaque témoignage, tout en gardant un calme qui rassurait les familles. Sa coéquipière, plus directe, misait sur un sens aigu de l'observation et des compétences poussées en technique d'interrogatoire. Ensemble, ils formèrent un duo complémentaire. L'un décryptait patiemment la chronologie et les indices matériels. L'autre fouillait dans le vécu des témoins et des proches pour déceler les contradictions ou les émotions mal dissimulées. En se rendant au domicile des Bennett pour la première fois, les enquêteurs furent frappés par la propreté presque ostentatoire de la maison. Le salon, spacieux, était décoré d'objets sobres et élégants. Selon Marc, c'était un refuge familial chaleureux, à 1000 lieues de l'idée qu'on puisse y trouver des tensions. Pourtant, la coéquipière remarqua un détail singulier. Une rangée de photos de Laura, disposées sur un meuble, montrait la jeune fille à différentes étapes de sa vie, toujours au centre de l'attention, comme si chaque moment devait être contrôlé, immortalisé. Les questions des enquêteurs portèrent d'abord sur la journée de Laura. À quelle heure elle était partie courir, si elle avait signalé à quelqu'un d'éventuelles inquiétudes. Angela expliqua avoir remarqué un changement progressif dans l'humeur de sa fille depuis quelques mois. Laura paraissait plus stressée, parfois nerveuse. Elle avait rompu quelque temps auparavant avec un ancien petit ami, un jeune homme de l'université connu pour son tempérament colérique. Selon Angela, cette relation s'était terminée sur une note déplaisante, mais rien ne laissait supposer qu'il pût être lié à sa disparition. Très vite, un premier soupçon émergea. Et si l'ex-petit ami jaloux ou rancunier avait décidé de s'en prendre à la jeune femme? Les détectives retrouvèrent ce garçon pour l'interroger. Ils remarquèrent chez lui une certaine nervosité, une colère mal contenue lorsqu'il parlait de Laura. Pourtant, il affirma fermement qu'il se trouvait à des centaines de kilomètres de Madison le soir de la disparition, en visite chez des membres de sa famille. Des témoignages et des preuves matérielles, factures et enregistrements vidéo, confirmèrent son alibi, ce qui l'exclut rapidement des suspects plausibles. Les enquêteurs se retrouvèrent donc à nouveau face à un vide inexplicable. Pendant ce temps, l'inquiétude grandissait auprès des amis de Laura. Certains étudiants de l'université, au sein du groupe d'entraide dans lequel elle s'impliquait, organisèrent des collectes de fonds pour imprimer des affiches et poursuivre les recherches. L'affaire fit peu à peu les gros titres des journaux locaux et des sites d'information régionaux. On y décrivait Laura comme la disparue introuvable, rappelant qu'aucun indice tangible n'était venu éclairer le mystère. Dans cette agitation médiatique, la famille Bennett s'efforçait de garder l'espoir. Angela, épuisée par l'angoisse, assistait aux conférences de presse, plaidant pour toute information susceptible de faire avancer l'enquête. Marc, de son côté, paraissait de plus en plus nerveux, comme si l'urgence de la situation l'accablait. Son regard fuyant et sa voix parfois hésitante finirent par intriguer certains observateurs. Les détectives, toutefois, n'avaient pas encore de motifs suffisants pour suspecter le père. Ils poursuivirent méthodiquement leurs tâches, récoltant tout renseignement éventuel. Des techniciens en scène de crime se rendirent dans la chambre de Laura, fouillèrent tous ses placards, vérifièrent
son ordinateur portable à la recherche de journaux intimes ou de courriels qui auraient pu révéler un malaise plus profond. Rien ne sortit de l'ordinaire. Les camarades d'études de Laura fournirent des messages échangés avec elle, pas d'allusion à un danger imminent, ni de projet particulier pouvant expliquer une disparition volontaire. Laura avait même prévu de participer à un événement sportif le week-end suivant, preuve qu'elle n'envisageait pas de s'éclipser. Au fil des jours, le mystère semblait s'épaissir. Le détective principal continuait de recouper patiemment chaque témoignage, chaque mouvement suspect dans le quartier. Il utilisa aussi les enregistrements de caméras de surveillance situés sur les principales artères qui mènent hors de la zone résidentielle. Il espérait y repérer la silhouette de Laura ou un véhicule suspect, mais les caméras, peu nombreuses, n'apportèrent pas de pistes claires. L'ambiance dans la communauté devint lourde. Les familles craignaient un criminel en liberté, et l'on se demandait si quelqu'un rôdait la nuit pour enlever des joggeuses. De son côté, Angela, dépassée par l'angoisse, peinait à trouver le sommeil. Mark, apparemment frustré par l'absence de résultats, s'isolait souvent dans son bureau, coupant court aux tentatives de réconfort de sa femme et des proches. Il prétendait vouloir mener sa propre enquête pour retrouver sa fille, ne faisant guère confiance aux autorités. Quelques semaines passèrent ainsi, sans qu'aucun progrès significatif ne soit réalisé. L'équipe d'enquêteurs multipliait les appels à témoignages à la télévision locale. Chacun dans le voisinage racontait des bribes d'observation, parfois anecdotiques, parfois contradictoires. Parmi ces déclarations, un voisin discret fit une confidence anonyme aux enquêteurs. Il avait remarqué, peu après la disparition de Laura, que Mark Bennett chargeait quelque chose d'assez lourd dans sa voiture en pleine nuit. Sur le moment, ce voisin n'y avait pas prêté grande attention, pensant que Mark s'occupait d'affaires personnelles. Mais la coïncidence avec la disparition de la jeune femme le rendait aujourd'hui méfiant. Sans preuve formelle, il hésitait à se faire connaître ouvertement. Néanmoins, l'information fut suffisante pour que les détectives s'intéressent aussi de plus près à Mark Bennett. En recoupant cet élément avec le comportement changeant du père, l'équipe d'enquête sentit peu à peu un basculement dans la direction de l'investigation. Le détective principal et sa coéquipière décidèrent donc de questionner Mark plus longuement. D'abord, l'homme nia toute implication, se disant offensé qu'on le considère comme un suspect potentiel. Il soutint qu'il ne faisait que transporter du matériel professionnel ce soir-là et que le voisin avait du mal interpréter la situation. Pourtant, il refusa catégoriquement de dire de quoi il s'agissait réellement, évoquant la confidentialité de ses affaires. Cette absence de coopération renforça les soupçons. Une surveillance discrète fut alors mise en place. Une équipe de la police locale se posta près de la maison pour observer les allées et venues de Mark. La pression augmenta d'un cran lorsque les enquêteurs, munis d'un mandat, entreprirent une fouille approfondie de la voiture de Mark. Ils ne trouvèrent aucune preuve flagrante, ni trace de sang, ni vêtements appartenant à Laura. L'homme feignit l'indignation, mais ne put dissimuler une certaine nervosité lorsqu'on l'interrogea sur ses déplacements hors de la ville. Son comportement lors de cette fouille n'échappa pas à la coéquipière, qui insista pour analyser ses relevés téléphoniques et bancaires. C'est à ce moment-là que survint l'élément décisif. L'un des inspecteurs découvrit de nombreux trajets effectués au nord du Wisconsin ces derniers mois, vers une zone lacustre recouverte de forêts, où se trouvaient des chalets isolés. Malgré son incompréhension apparente, Mark admit s'y rendre parfois pour se reposer, prétextant qu'il aimait la pêche ou la randonnée. La tournure de l'affaire changea radicalement lorsqu'un autre voisin, moins craintif, signala à la police qu'il avait vu Mark sortir de sa maison vers 2 heures du matin, 2 jours après la disparition de Laura. Selon ce témoignage, Mark aurait roulé dans une direction inhabituelle. À force de recouper ces indices, les enquêteurs obtinrent l'autorisation de se rendre sur place, dans cette région boisée du Nord, et de vérifier si Mark Bennett y possédait ou louait un chalet.
Ils finirent par trouver la trace d'une petite propriété, déclarée au nom d'une société appartenant à Mark, située en pleine nature, à plus de 3 heures de route au nord de Madison. La descente de police fut organisée discrètement, de crainte que Mark ne se doute de quelque chose et ne s'enfuit si jamais Laura était toujours retenue. Des officiers et plusieurs experts en investigation s'approchèrent un matin, brumeux, du chalet, en longeant un chemin de terre humide. Le lieu se trouvait à l'écart, aucun voisin à proximité. On distinguait, dans la forêt, la fumée d'une cheminée. À l'intérieur du chalet, l'équipe trouva Mark Bennett sur la défensive. Mais la plus grande surprise fut de voir Laura Bennett vivante, assise, emmitouflée dans une couverture, semblant à la fois soulagée et terrifiée à la vue des agents. Elle n'était ni ligotée ni physiquement maltraitée, mais son état de choc était manifeste. Les enquêteurs remarquèrent l'unique pièce principale, rudimentaire, et un sous-sol. C'est là qu'ils découvrirent, incrédules, un espace aménagé comme une salle de surveillance. Des appareils photos, des jumelles, des piles de photos de Laura, prises à son insu, trônaient sur une table. Sur des murs entiers, des clichés montrèrent la jeune femme à diverses époques, souriante, concentrée à l'université ou en train de courir dans le voisinage. À côté, plusieurs écrans et un système de vidéosurveillance sophistiqué renvoyaient l'image d'une caméra placée quelque part à l'extérieur. Mark avait apparemment tout préparé pour enfermer sa fille ou la dissimuler sur le long terme. L'ambiance était suffocante, comme si la folie s'était lentement insinuée dans ce coin perdu de la forêt. Face aux questions urgentes des policiers, Mark craqua et avoua qu'il avait enlevé Laura. Selon ses dires, il se considérait comme le seul à pouvoir réellement la protéger. Il craignait l'influence néfaste du monde, redoutait sa relation avec ses amis, sa possible émancipation en tant qu'adulte. En la tenant éloignée de tout, il pensait la préserver des dangers auxquels elle pourrait être confrontée. Son plan délirant, né d'une forme de paranoïa, s'était concrétisé lorsqu'il avait simulé cette disparition. Laura avait été emmenée de force en voiture au chalet, à l'insu d'Angela, et Mark comptait la garder là, du moins jusqu'à ce qu'il estime le risque écarté. La jeune femme confirma avoir été emmenée contre sa volonté, menacée psychologiquement pour qu'elle ne tente pas de s'échapper ou de crier. Durant tout ce temps, elle avait vécu dans l'angoisse que son père perde définitivement pied. Arrêté sur le champ, Mark fut accusé d'enlèvement, de séquestration illégale et de mise en danger d'autrui. Laura, sous le choc, reçut rapidement des soins médicaux et psychologiques, puis fut placée sous la protection de sa mère. Quand Angela apprit que Mark était le responsable de la disparition de leur fille, elle ressentit un effondrement total de ses repères. Elle peinait à croire que l'homme qu'elle avait épousé, en qui elle avait fait confiance, pût commettre un acte aussi abominable. Les habitants de la banlieue de Madison, eux, vécurent cette révélation comme une trahison douloureuse. Celui qu'ils voyaient comme un père attentionné était en réalité l'artisan d'un enlèvement planifié avec soin. Le procès qui s'ensuivit attira l'attention des médias nationaux. D'un côté, l'accusation représentée par une procureure pugnace rassembla toutes les preuves matérielles, relevés téléphoniques, témoignages, photos du chalet, ainsi que le témoignage crucial de Laura elle-même. De l'autre côté, un avocat de la défense tenta de plaider une forme de trouble mental passager, arguant que Mark souffrait depuis longtemps de troubles anxieux sévères et qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire physiquement à sa fille. Le détective principal, à la barre, raconta en détail l'avancée de l'enquête et la manière dont les soupçons s'étaient finalement portés sur Mark. Sa coéquipière, experte en scène de crime, présenta les analyses faites dans le sous-sol, prouvant que des dispositifs de surveillance avaient été installés depuis plusieurs mois, donnant à l'affaire une dimension planifiée qui rendait la défense de Mark bien fragile. Laura, lors de son témoignage, peina à retenir ses larmes. Devant la cour, elle décrivit comment son père l'avait piégée un soir, l'empêchant de s'enfuir, comment il lui assurait qu'il valait mieux ainsi,
Elle se sentait terrorisée et désemparée, incapable de deviner jusqu'où irait cette folie. Les jurés, profondément bouleversés par la détresse de la jeune femme et la logique torturée de Mark, ne mirent pas longtemps à se forger une opinion sur la culpabilité de l'accusé. Dans son réquisitoire, la procureure souligna l'intention claire de Mark de priver Laura de sa liberté et la contradiction entre ses prétentions protectrices et la réalité d'une séquestration. L'avocat de la défense ne put qu'implorer la clémence, avançant l'argument de la maladie mentale de son client. Le verdict tomba après plusieurs jours de débat. Mark Bennett fut déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration illégale. La juge qui présidait le procès prononça une peine d'emprisonnement ferme, considérant la préméditation et la nature particulièrement choquante de l'acte d'un père envers sa propre fille. Les médias, présents pour couvrir l'issue du procès, relatèrent la scène. L'accusé, désormais résigné, se laissa mener par les officiers sans opposer de résistance, tandis que Laura, prostrée dans un coin de la salle, évacuait un trop-plein d'émotions retenues. Après ce verdict, la vie de chacun bascula. Laura, soutenue par sa mère, s'engagea dans un processus de reconstruction psychologique. Elle quitta l'État avec Angela et s'installa sur la côte est des États-Unis, où la mère et la fille purent recommencer à zéro, loin du poids social et médiatique qui les poursuivait au Wisconsin. Angela, pour sa part, demanda une mutation et trouva un poste dans un autre établissement scolaire. Elle espérait ainsi aider Laura à reprendre ses études, dans un environnement où on ne les jugerait pas à l'aune d'un drame familial. La communauté de Madison, profondément marquée, organisa plusieurs réunions d'information sur les dangers qui peuvent se cacher derrière les apparences de normalité. Un groupe local de soutien aux victimes de crimes proposa des séances d'écoute et de prévention. La révélation soudaine de la culpabilité du père de famille ébranla la confiance des habitants, et beaucoup se demandèrent comment ils avaient pu être à ce point aveugles face au comportement de Mark qu'ils croyaient connaître. Bien que la vie ait continué, le quartier n'oublie pas cette affaire qui laissa dans son sillage un mélange d'incompréhension, de douleur et, paradoxalement, de soulagement. Laura était saine et sauve. Les voisins ne parlèrent plus jamais de Mark Bennett avec la moindre indulgence. Certains ajoutèrent des caméras de sécurité chez eux ou furent plus attentifs aux signaux de détresse potentiels dans d'autres familles. Les médias, après avoir créé un battage autour de l'affaire Bennett, se concentrèrent sur d'autres histoires. Mais, périodiquement, un journaliste local rappelait la tragédie pour illustrer les ravages que peuvent provoquer la paranoïa et la volonté de contrôle absolu. Je me sens particulièrement émue par ce dénouement tragique, et je reste persuadée que ce genre d'histoire doit nous alerter sur l'importance de comprendre ce qui se joue dans l'intimité des familles. Quand le danger vient de l'intérieur, il est difficile à prévoir et douloureux à accepter. J'espère de tout cœur que le témoignage de Laura pourra aider d'autres personnes enfermées dans des relations toxiques à trouver la force de parler ou de demander de l'aide. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, sachez que ça me touche profondément. Je vous encourage à jeter un œil aux autres vidéos disponibles sur la chaîne, car j'y aborde d'autres récits bouleversants où la vérité finit par émerger de l'ombre. N'hésitez pas à poursuivre votre exploration de ces dossiers criminels réels qui nous enseignent, malgré leur violence, des leçons sur la nature humaine et l'importance de la solidarité. Je vous propose également de me laisser vos impressions dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions et échanger avec vous.